Salam Sénégal, pour décrypter l'actualité internationale cette semaine, nous recevons l'ambassadeur Babacar Ba. Excellence, bonjour. Bonjour, Monsieur Tchor. Merci de vous présenter pour nos auditrices et auditeurs. Ambassadeur Babacar Ba, conseiller des affaires étrangères de classe exceptionnelle, actuellement à la retraite, qui a été ambassadeur dans beaucoup de pays, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. C'est avec vraiment un plaisir que je participe à cette émission. On a besoin souvent d'avoir des diplomates pour apporter des éclairages sur certaines situations. Merci beaucoup, Excellence. Nous nous intéressons au régime militaire pour démarrer le décryptage de l'actualité internationale. Le régime militaire au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Guinée. Ces régimes qui sont peu pressés d'organiser des élections et de rendre le pouvoir aux civils. L'insécurité peut-elle tout justifier? Quand ils ont créé cette alliance des États du Sahel, le leitmotiv était surtout fondé sur la nécessité d'assurer une défense mutuelle. Ils ont mis en relief, c'est-à-dire la priorité, sur la menace sécuritaire, et c'est de bonne guerre. Et ça se comprend également parce que, comme vous le savez, ces pays, surtout le Mali et le Burkina, sont soumis à des attaques régulières de la part des terroristes de la zone. Et ils soupçonnent même certains pays, notamment limitrophes comme l'Algérie et maintenant l'Ukraine, d'être un peu en complicité avec ces groupes. Donc ils ont ce souci premier, vraiment de faire face à la menace terroriste plutôt que de s'engager un peu dans des processus, disons, de transition politique. Mais le fait de chercher des boucs émissaires un peu partout, comme vous le soulignez avec le voisin algérien, que ça peut prospérer? C'est un couteau à double tranchant parce que vous savez, l'Algérie est un voisin puissant. D'abord par la géographie. L'Algérie contrôle presque toute une zone. Des milliers de kilomètres autour de ces pays-là. L'Algérie aussi, sur le plan ethnologique, a des affinités culturelles avec certains groupes que l'on peut comprendre. C'est des berbères, c'est des nomades qui sont dans la zone. Donc ils maîtrisent beaucoup mieux cette situation et puis ils ont l'expérience de la lutte contre le terrorisme. Vous vous rappelez un peu de l'épopée d'Ali Belhaj à l'époque du système terroriste dans la région. Donc l'Algérie peut être à la fois une menace si les pays de la zone ne le considèrent pas comme un allié. Je crois qu'il est besoin de l'avoir à ses côtés plutôt que de le défier. Maintenant, il y a la France qu'il soupçonne également de ne pas faire beaucoup pour les aider dans ce processus de lutte contre le terrorisme. Ça se comprend également du fait qu'au Mali, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution pendant la présence française, ça se comprend. Au Niger, donc, le même sentiment. Disons que tous ces sentiments de méfiance vis-à-vis de certains pays fait que ces régimes, membres de l'AES, mettent en avant des défis sécuritaires et font attention à ces pays qui étaient des amis d'hier mais qui aujourd'hui sont indexés. On note dans ces pays une restriction des libertés. Cela peut-il durer? Il ne faut pas le souhaiter parce qu'effectivement, on constate depuis un certain temps des dérives et des dérapages en ce qui concerne donc la restriction des libertés, notamment dans la presse et ici quelques leaders politiques. Cela ne devrait pas durer parce que quand on a des défis sécuritaires, comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir aussi une sérénité politique. On a besoin d'avoir un engagement des populations pour un combat commun. Je crois que dans ce combat-là contre le terrorisme, ils ont plutôt besoin de rassembler toutes les forces vives de leur pays pour faire face à la menace, plutôt que de s'engager à des restrictions de liberté, à des luttes, puisque quoi qu'il en soit, que ce soit la presse, que ce soit les hommes politiques, ce qu'ils disent, ce qu'ils invoquent souvent, c'est pour aider un peu le gouvernement, n'est-ce pas, à voir plus clair, à avoir une vision et à pouvoir mieux dégager une stratégie pour faire face à la menace terroriste. Et la CEDEAO dans tout ça, on voit qu'elle ménage ces 4 pays, 3 de ces pays d'ailleurs ont annoncé leur départ, qui devrait être effectif en janvier prochain. La CEDEAO est-elle complètement out ou peut-elle encore être utile? Il y a encore un espoir. Vous avez constaté qu'au niveau de la CEDEAO, cet engagement à ne procéder que par des sanctions ou par des critiques, c'est un peu tempéré. Donc on voit une CEDEAO beaucoup plus coopérative et beaucoup plus diplomatique par rapport à la situation. Je crois que s'il y a des intermédiaires, comme on a sollicité le Sénégal dans ce sens, on pourrait peut-être rapprocher un peu les deux groupes et faire en sorte que surtout les gens de l'Alliance comprennent qu'ils ne peuvent pas aller faire cavalier seul devant une situation aussi difficile, non seulement sur le plan sécuritaire, mais avec les répercussions économiques et sociales qui peuvent quand même porter préjudice à leur économie, à leur population. Je crois que la CEDEAO étant de plus en plus disponible et l'Alliance donc devant être un peu plus serein dans son engagement vis-à-vis de l'espace CEDEAO, a intérêt vraiment cette alliance à jouer les jeux vraiment de la diplomatie. J'en profite un peu l'engagement du Sénégal à travers le professeur Bathily qui est en train de faire ses
ce premier pas dans ce sens. On souhaite et on espère vraiment que cela puisse porter des fruits pour que l'on puisse vraiment retrouver une CEDEAO dans son engagement complet pour vraiment défendre l'espace sécuritaire de la CEDEAO, mais aussi assurer le développement économique de cet espace. Excellence, l'ambassadeur Babacar Ba, vous êtes notre invité dans Salam Sénégal pour décrypter l'actualité internationale. Notre deuxième escale, c'est le Proche-Orient avec le conflit qui oppose Israël au Hamas et au Hezbollah. Si la mort de Yahya Sinwar, cerveau présumé des attaques du 7 octobre 2023 sur Israël, est confirmée, est-ce la fin du Hamas? C'est la question que beaucoup se posent. C'est vrai qu'Israël a réussi depuis quelque temps à éliminer certains leaders de ces groupes, que ce soit la Hamas ou le Hezbollah, mais ils doivent savoir que tant que le problème politique n'est pas réglé, la situation en Palestine, les droits inaliénables du peuple palestinien, il y aura toujours d'autres Yahya Sinwar. Parce que vous le savez, ces groupements, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, ont dans leur groupe quand même beaucoup de leaders qui peuvent se remplacer les uns par rapport aux autres. Donc il ne s'agit pas simplement de décapiter soi-disant un groupe pour penser effectivement que le problème est réglé. Le problème ne sera réglé que quand il y aura un début de processus politique avec un engagement sincère de la part des Israéliens pour vraiment retrouver cette solution de deux États que tout le monde appelle de ses voeux. Malheureusement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est entouré d'extrémistes qui font tout pour faire obstacle à cela. Et malheureusement aussi, ce Premier ministre n'a pas une vision claire de ce qu'il peut faire à l'issue de cette situation-là. Alors, donc, éliminer Yahya Sinwar, il sera remplacé par un autre Yahya Sinwar. Il y aura d'autres leaders qui seront là. Et comme vous le savez, ces leaders sont prêts à mourir pour leur peuple. Ça, la mort, au contraire, ils le considèrent comme une récompense pour leur combat. Donc, il ne faut pas vraiment penser que cette campagne d'élimination puisse être la solution. Ça ne fait que radicaliser davantage les groupes et créer encore d'autres situations de tension. Ce conflit ne peut pas être réglé par les armes. Ça ne peut nulle part être réglé par les armes. On a vu à travers le monde, beaucoup de conflits, de guerres, de crises ont fini par trouver une solution autour d'une table de négociation. Je crois que la diplomatie, peut-être, elle traverse actuellement des moments de faiblesse, d'impuissance regrettable, mais tôt ou tard, on retrouvera la table de négociation. Malheureusement, on aura perdu beaucoup de temps, on aura sacrifié beaucoup de vies, on aura commis beaucoup d'atrocités pour rien du tout. Et je crois que c'est là où la communauté internationale, quand même, doit pouvoir réagir très rapidement pour pousser les protagonistes à la raison et appeler tout le monde quand même à négocier, puisque c'est la seule voie. On ne peut pas continuer quand même à regarder impuissant, et c'est une impuissance honteuse, comme l'a dit le pape François. Il faut effectivement que l'on trouve des solutions et qu'on fasse davantage de pression, surtout sur le Premier ministre israélien qui veut utiliser cette situation-là pour perdurer et assurer sa survie politique. Justement, les Américains principaux alliés des Israéliens demandent à Benjamin Netanyahou de mettre fin au conflit, ce qu'il refuse. Pourquoi le Premier ministre israélien s'obstine-t-il tant à faire la guerre? Il pense que dès qu'on aura trouvé une solution politique ou qu'il y aura cessez-le-feu, ça sera pour lui un échec, puisqu'il n'aura pas peut-être réussi à atteindre ses objectifs en matière d'élimination complète du Hamas. Cela, effectivement, peut lui porter préjudice. Donc ça, c'est la première des raisons. L'autre raison, c'est effectivement ces extrémistes-là qui ne veulent pas qu'il y ait la solution des deux États, qui veulent effectivement qu'il y ait une entité palestinienne, peut-être sans administration indépendante, sans souveraineté, qui sera soumise un peu aux desiderata et à la gestion des autorités israéliennes. Et ceci est inacceptable. Et je crois que c'est là où quand même les pays du Golfe et tous les partenaires du peuple palestinien, en tout cas les souteneurs du peuple palestinien, doivent se mobiliser pour faire entendre raison aux États-Unis d'abord, pour demander aux États-Unis vraiment de faire davantage de pression. Et ils sont la seule puissance capable de faire pression sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement pour vraiment les ramener à la raison. Et il y a aussi les devoirs judiciaires de Benjamin Netanyahou. Effectivement, ça aussi c'est une autre paire de manches, et c'est bien que quand il sera sorti de cette situation-là, il y a la justice internationale qui l'attend pour sa grosse responsabilité par rapport aux atrocités, aux massacres, disons au génocide qui a été commis à Gaza. Nous terminons, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, par l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous sommes à 18 jours. Difficile de pronostiquer entre les candidats démocrates Kamala Harris et républicains Donald Trump. C'est une situation assez serrée. Les derniers sondages que j'ai avec moi, par exemple, donnent 48
47% pour Donald Trump et 46% à Kamala Harris. Donc c'est une légère avance pour Donald Trump. Mais là, il faut penser qu'il y a un État très important qu'on appelle la Géorgie. C'est là où on a une bonne communauté de Sénégalais, Atlanta. Il y a une forte communauté également d'Afro-Américains et d'Hispaniques qui peuvent peser sur la balance. C'est 10 millions donc d'habitants. Et ils ont 16 électeurs. Donc 16 grands électeurs. Vous savez, souvent aux États-Unis, les élections, c'est surtout les grands électeurs qui font la différence. Et la Géorgie, on compte beaucoup sur ce pays-là, où 30% des électeurs donc sont des négro-africains et une communauté hispanique. Pour peser, faire nous appelons de nouveau tous, que ce soit les démocrates, comme vous le savez, qui sur le plan politique et sur le plan des valeurs sont beaucoup plus proches de nous. Souvent, on a une avance cosmétique comme ça, mais après, à la fin, on se retrouve avec des résultats controversés. Il y a le problème aussi du décompte. Là-bas, surtout en Géorgie, comme on sait que c'est un tournant là-bas, il y a une contestation des démocrates qui demandent à ce que le prochain décompte se fasse à la main. Mais les responsables du corps électoral qui disent qu'il c'est un peu tard pour le moment de pouvoir engager une procédure de décompte à la main. Après 250 ans de démocratie aux États-Unis, quelles sont les chances de voir une première femme en Kamala Harris, présidente des États-Unis? En tout cas, c'est quelque chose que nous souhaitons en tant que femme déjà. On peut dire qu'elle a une sensibilité beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus souple par rapport aux positions radicales et engagées de Donald Trump. Ensuite, sur le plan même intellectuel et sur le plan professionnel, sur le plan carrière, elle a un meilleur profil. Donc, si on y ajoute le fait qu'il est temps, effectivement, que les femmes puissent aussi jouer un rôle de premier plan de leader à travers le monde. Vous avez vu dans beaucoup de pays à travers le monde, des femmes maintenant prennent le pouvoir et assurent une bonne gestion du pouvoir. Donc, je crois qu'il est plus que temps de souhaiter effectivement que Kamala gagne ces élections pour qu'on puisse avoir la première femme de surcroît issue des minorités être présidente des États-Unis. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous êtes un diplomate de carrière. Donald Trump est-il le genre de président qui ne facilite pas la tâche aux diplomates de son pays? Oui, naturellement. Je crois que tous les diplomates grincent les dents à chaque fois qu'il prend la parole, à chaque fois qu'il se déplace pour aborder des questions internationales. On sait effectivement qu'il a une méconnaissance assez profonde des relations internationales. C'est un homme d'affaires, ça se comprend, c'est son parcours aussi. Alors, ce qui fait que donc, sur le plan diplomatique, compte tenu des enjeux et des dangers qui pèsent sur le monde actuel, il est important que celui qui gère les destinées d'un pays aussi important que les États-Unis, gendarmes du monde, presque un peu partout, que celui-là puisse maîtriser un peu les valeurs et les principes fondamentaux de la diplomatie et des règles internationales, du respect de l'autre, du respect des conventions et des convenances diplomatiques. Merci beaucoup, Excellence, l'ambassadeur Babacar Ba. Merci, cela a été un plaisir, M. Tchouar.